Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspectives d'architecte, podcast sur les architectes pour les architectes. Je suis Hélène Saunois. Je suis Axel Bertrand, nous sommes avocats associés du cabinet Asten Avocats, cabinet d'avocats en droit de l'urbanisme et de la construction publique privée, basé à Paris et à Nancy. Nous intervenons notamment aux côtés d'architectes. Perspectives d'architecte, c'est le podcast qui donne la parole aux architectes. Dans le dernier épisode, nous avons eu le plaisir d'accueillir et d'écouter Aurélie Durand, architecte HMONP chez Enacte Architecture. Dans ce nouvel épisode, nous aimerions parler d'une typologie de projet qui a particulièrement été abordée par Aurélie. Lors de l'épisode 4, Aurélie Durand a beaucoup parlé des projets en maîtrise d'ouvrage public, notamment des équipements publics, puisque c'est le type de projet sur lequel elle travaille. Nous aimerions revenir plus en détail sur deux sujets abordés, à savoir la spécificité réglementaire et le montage de ces projets, ainsi que les marchés de conception-réalisation. Alors, pour commencer, sur les spécificités réglementaires et le montage des projets d'équipement public. Pour ce type de projet, il faut vraiment tenir compte de leurs spécificités qui se matérialisent sur le plan réglementaire. Donc on a souvent des réglementations spécifiques qui sont dédiées à ces projets d'équipement public. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il s'agit souvent de projets d'ampleur, parfois même des projets qui se trouvent dans des opérations importantes, notamment des opérations d'aménagement ou de renouvellement urbain. Et ça a des incidences réglementaires et sur le montage du projet, dont il faut tenir compte le plus tôt possible. Sur le plan de l'urbanisme stricto sensu, il faut évidemment s'assurer que le projet peut être autorisé sur la parcelle ou les parcelles, au regard du zonage et des règles d'urbanisme, notamment les règles qui sont dans le PLU. Alors pour cela, il faut commencer par bien identifier la destination du projet, qui souvent, pour ces projets, relève des équipements d'intérêt collectif et services publics, en tout cas pour les PLU dernière version. Mais il faut aussi bien regarder les définitions qui sont peut-être contenues par le PLU. Sur le fond des règles d'urbanisme, qui dépendent justement de la destination identifiée, pour des équipements publics, on trouve souvent des exceptions aux règles d'urbanisme dans le PLU, avec des droits à construire plus importants. Donc on a des règles moins contraignantes qui ont pour objet de faciliter ces projets et de tenir compte de leurs contraintes particulières, par exemple sur le gabarit ou encore le stationnement, les espaces végétalisés. Il existe aussi des dérogations pour certains types de projets publics. Donc là, c'est différent des exceptions. Ce sont des possibilités de s'écarter d'une règle qui est prévue par un PLU, qui sont directement prévues par le Code de l'urbanisme. Donc on peut en bénéficier si les conditions sont réunies, avec quand même une marge d'appréciation pour l'administration pour décider de l'accorder ou non. Par exemple, sur le nombre de places de stationnement pour des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ou encore des résidences universitaires, on a cette possibilité de bénéficier d'une dérogation. Toutes ces règles, tout cela doit bien être pris en compte pour s'assurer de la faisabilité et pour concevoir le projet. La réglementation en matière de construction est aussi bien particulière. Il faut se conformer notamment aux règles en matière de performance énergétique et environnementale qui sont applicables donc à ces projets. Le projet peut être soumis à une étude de sécurité publique également. Si c'est un ERP, un établissement recevant du public, par exemple si on est sur un établissement d'enseignement ou des bibliothèques ou encore des locaux administratifs, il faut également s'assurer de respecter la réglementation applicable à la catégorie et au type d'ERP. Et la qualification d'ERP se répercute aussi sur le montage du projet, notamment sur la procédure d'instruction de la demande de permis de construire, puisque l'autorisation peut valoir autorisation de créer l'ERP, mais à certaines conditions. Et puis ça s'impacte aussi sur les délais d'instruction. Donc en fait, pour tous ces projets, il faut bien identifier dès le départ toutes les autorisations requises, et donc toutes les règles auxquelles le projet doit se conformer, et toutes les procédures nécessaires pour obtenir ces autorisations et les délais afférents. Puis il faut articuler entre elles, en amont le plus tôt possible, toutes ces contraintes, puisqu'elles peuvent dépendre les unes des autres. Ça permet aussi d'optimiser le calendrier et de bien cadrer, d'articuler toutes ces procédures pour éviter de perdre du temps.
Ces projets peuvent aussi tomber dans le champ de l'évaluation environnementale, au titre des différentes rubriques qui sont prévues par le Code de l'environnement. En tout cas, il faut le vérifier, notamment lorsque ces projets font partie d'un projet plus important. Par exemple, lorsqu'ils sont compris dans une opération d'aménagement ou un projet de renouvellement urbain. On a souvent quand même des équipements publics dans ces projets et ça peut avoir des conséquences importantes sur le montage du projet, les délais et bien sûr sur sa légalité. Enfin, au-delà des questions purement réglementaires et de montage, il peut aussi y avoir un sujet de maîtrise foncière, notamment dans les opérations d'aménagement. Donc il faut bien anticiper ce sujet qui peut nécessiter d'acquérir du foncier, au besoin par expropriation pour un maître d'ouvrage public qui en aurait besoin, pour réaliser son projet. Pour conclure, on a de vraies spécificités pour les projets d'équipement public. C'est ce qui fait aussi que les architectes qui les conçoivent sont d'ailleurs assez souvent spécialisés sur ce type de projet. Et c'est aussi pour ça qu'il peut être intéressant de s'adjoindre un cabinet d'avocats experts sur ces questions, notamment pour répondre à un besoin des acteurs publics. Passons maintenant au second sujet, celui des marchés de conception-réalisation. Dans le dernier épisode, Aurélie nous indiquait répondre à des appels d'offres pour la passation de marchés de conception-réalisation d'ouvrages publics. Il s'agissait d'écoles, d'EHPAD, de crématoriums. Alors, le marché de conception-réalisation, qu'est-ce que c'est ? C'est un marché global de travaux qui permet à un acheteur public de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d'infrastructure une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. Le choix d'un marché de conception-réalisation permet de déroger à la loi MOP et donc au principe d'allotissement des marchés publics classiques. Le choix de ce marché doit donc être justifié par l'acheteur qui ne peut conclure un tel marché, quel qu'en soit le montant d'ailleurs, que s'il existe soit des motifs d'ordre technique lorsque l'ouvrage est techniquement compliqué, soit un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, soit la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur. En pratique, le recours à la conception-réalisation présente des avantages et des inconvénients. Les acheteurs peuvent profiter des avantages de la procédure négociée ou du dialogue compétitif pour la passation de leur marché de conception-réalisation. À l'issue de la procédure de passation, c'est un seul et unique marché qui est signé avec un seul titulaire, et ce titulaire, c'est le groupement, qui va intégrer à la fois la partie maîtrise d'œuvre pour la conception et la partie entreprise de travaux pour la réalisation. L'acheteur bénéficie d'un seul interlocuteur pour l'ensemble du projet, qui est dans la plupart des cas l'entreprise de construction. Le fait d'avoir un interlocuteur unique simplifie la gestion contractuelle et limite les risques de conflits internes entre l'équipe de maîtrise d'œuvre et l'équipe de réalisation. D'un point de vue financier, le marché de conception-réalisation a été envisagé afin de tenir le mieux possible le budget et de maîtriser les coûts. Et d'un point de vue technique, il offre la possibilité de tirer parti de l'expertise des entrepreneurs dès le stade de la conception. Bien évidemment, le marché de conception-réalisation suppose un travail de préparation de l'acheteur bien plus conséquent, bien plus important que pour un projet de travaux classique. Il convient de vérifier au préalable que les critères du marché de conception-réalisation sont bien remplis pour éviter toute mauvaise surprise en cas de recours. Et il suppose en outre que l'acheteur ne pourra pas bénéficier de l'appui d'une maîtrise d'œuvre indépendante du constructeur et devra dès lors s'entourer d'opérateurs extérieurs afin d'être assisté tant dans la définition du projet que dans le suivi de son exécution. Du point de vue de l'architecte, les avantages et les inconvénients du marché de conception-réalisation sont bien différents. Les marchés de conception-réalisation permettent aux architectes de participer à des projets complexes et souvent d'envergure. Le travail direct avec les entreprises de construction permet également une meilleure intégration des solutions techniques dès la conception, ainsi qu'une meilleure coordination entre conception et exécution. L'architecte peut ainsi influencer dès le départ la conception technique, garantissant ainsi la faisabilité du projet et le respect des délais. Les marchés de conception-réalisation posent toutefois la question de l'indépendance de l'architecte. Si le code de la commande publique impose d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation, il n'est pas certain que cela soit suffisant à garantir l'indépendance des architectes.
À cela s'ajoute un risque de subordination à l'égard de l'entreprise de construction. L'architecte dépend souvent des décisions de l'entreprise, mandataire du groupement et qui a généralement le dernier mot, ce qui peut entraîner une perte de pouvoir décisionnel de l'architecte. Cette situation pourrait également interroger sur le devoir de conseil de l'architecte vis-à-vis du maître d'ouvrage dans ce type de projet. Sur le plan financier, c'est l'entreprise de construction qui porte le projet et qui le chiffre. L'architecte est donc tributaire de ses estimations. Sur le plan architectural, l'architecte est fréquemment confronté à la question de la rentabilité du projet, ce qui peut, dans certains cas, ramener la qualité architecturale au second plan au profit de la seule économie du projet. Outre les contraintes financières, l'architecte peut être également contraint par des considérations techniques imposées par l'entreprise de construction et se voir ainsi limité dans sa liberté créative. Évidemment, les avantages et inconvénients exposés ne sont pas exhaustifs. L'architecte doit donc être particulièrement vigilant quant au terme du contrat de conception-réalisation signé avec l'acheteur public. Il est par ailleurs recommandé de sécuriser la convention de groupement qui serait signée entre les différents co-traitants et notamment de porter une attention particulière sur la définition des rôles de chacun pour éviter toute ambiguïté et des responsabilités parfois mal assumées. Un cabinet d'avocats intervenant en droit de la construction pourra parfaitement se charger de la sécurisation de la convention de groupement. C'est la fin de ce nouvel épisode de Perspectives d'architecte. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir d'accueillir Catherine Bassieux. C'était Perspectives d'architecte, le podcast sur les architectes pour les architectes par Astan Avocat.